On va maintenant poursuivre notre réflexion. Et c'est avec un grand plaisir que je vais passer la parole à M. Michel Van den Broek. M. Van den Broek est professeur au département de travail social et de pédagogie sociale à l'université de Gand. Beaucoup de ses recherches portent sur la petite enfance, sur l'éducation, sur la pédagogie de la diversité, de la rencontre, l'inclusion sociale, les politiques familiales. Ces publications sont des références en la matière, et puis les personnes parmi vous qui travaillent avec nous savent qu'on y fait souvent référence. Éduquer nos enfants à la diversité, la berceuse pour Hamza, qu'on utilise souvent dans nos formations. Et puis en lien avec la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, nous utilisons beaucoup et nous promouvons beaucoup cette brochure, l'inclusion des enfants ayant des besoins spécifiques, qui pour nous est un incontournable pour fédérer les équipes éducatives autour d'un projet institutionnel inclusif. C'est donc tout naturellement que nous avons pensé à M. Van den Broek lorsque nous avons choisi l'inclusion comme thème de cette journée 2023. Nous l'avons déjà étendu plusieurs fois. Il a déjà participé à notre journée 2018 sur la thématique de l'égalité des chances. Donc, vous voyez, on était déjà dans la thématique. Et puis, il achève aujourd'hui, ici, à Écublanc, avec vous, son marathon de Lausanne 2023, qu'il a mené cette semaine de l'EZ au CVE de Valency, à la Pouponnière et la Brie hier soir, et aujourd'hui, toute la journée avec nous à Écublanc. Donc, c'est avec un grand plaisir que je te cède la parole. Bon, tout d'abord, je voudrais quand même remercier le PEP de m'avoir invité. Ça fait quand même plaisir de revenir à Lausanne. Mais c'est quand même avec une certaine humilité que je suis là parce que j'ai l'habitude que quand on parle de l'inclusion d'enfants porteurs de handicap ou d'enfants en situation difficile, l'inclusion dans les milieux d'accueil en Belgique, jamais on parle à 100 personnes. On est content quand il y a 20 personnes. Donc, je suis quand même un peu impressionné. Surtout quand je montrerai plus tard une dia qui le montre qu'il faut dire que la Belgique, quand on compare les pays de l'Europe où sur le nombre d'enfants porteurs en situation de handicap qui sont inclus dans l'éducation régulière, la Belgique, elle est tout à la queue de l'Europe. Donc, on n'est pas fiers de notre situation. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que je suis là. Troisième remarque générale, c'est que auprès des gens qui étaient là hier soir et avant hier soir, je m'excuse, il y aura un petit peu de répétition ici et là de mes propos d'hier et d'avant-hier. Donc, je vais vous parler en deux parties. Ce matin, ce sera surtout des cadres plus ou moins théoriques, des cadres de référence qui sont importants, je pense, pour réfléchir l'inclusion de tous les enfants. Une réflexion sur c'est quoi l'inclusion, la diversité. On parle d'inclusion ou de respect de la diversité. Où est-ce que ces deux termes diffèrent? Où est-ce qu'ils s'entendent? Je parlerai un petit peu du concept d'égalité des chances aussi quand même, parce que je crois que c'est un concept qui est important, mais qui est aussi souvent utilisé de manière qui pose problème. Et je parlerai un tout petit peu aussi de la privatisation, parce que c'est quand même un contexte qui nous entoure et qui n'est pas très propice à l'inclusion de tous les enfants, je crois. Finalement, avant de commencer, je salue Nina Vens, vous voyez que je l'ai mis aussi sur la dia, Nina Vens qui est co-auteur de ce qu'on appelle chez nous la brochure orange, que vous avez. L'orange n'a aucune signification symbolique, on l'appelle comme ça parce que la couverture est orange, qui est physiothérapeute et qui travaille au département de la révalidation, mais aussi au centre de dépistage précoce à l'université de Gand, et qui a contribué beaucoup à cette brochure parce que cette brochure qui a été faite par le VBJK, qui est un centre qui est un peu comparable au PEP, je crois, dans certains sens. Non, tu dis non, bon, ça va. C'est un centre de formation, mais de soutien aussi au secteur de la petite enfance en Belgique néerlandophone. Quand nous faisons quand ils font, parce que j'y ai travaillé pendant 25 ans, mais j'y travaille plus maintenant,
quand ils font des brochures comme celle-là, c'est toujours un travail très participatif. Donc ça veut dire on est autour de la table avec des gens du terrain, avec des directions, avec des éducateurs, éducatrices, mais aussi avec des groupes de parents. Et dans cette brochure particulièrement, tout ce qui a été mis dans la brochure et donc tout ce que j'ai à dire a été vérifié aussi, ajusté, amendé par un groupe de parents et nourri par leur expérience. Voilà. Ça vient d'être dit, hein, on s'inscrit dans un cadre légal international quand même, dans une logique importante qui a été établie depuis 2006 par les Nations Unies sur le droit à l'inclusion de chaque enfant et de tout le monde. Et donc, je crois que ce sera quand même un fil rouge tout au long de mon exposé, c'est cette tension qu'il y a entre la faveur et le droit. L'inclusion, s'il est un droit, c'est dans cette convention internationale et ce n'est donc pas une faveur. Il y a d'autres textes législatifs comme, je ne sais pas comment on le dit en français, le français n'est pas ma langue maternelle, ça c'est le néerlandais, et je ne sais pas comment on dit ça en français, les Sustainable Development Goals des Nations Unies. Le développement durable, c'est ça, voilà, qui ne parle pas spécifiquement d'enfants en situation de handicap, mais qui est quand même très explicite sur la nécessité de l'accès à l'éducation, incluant l'éducation préscolaire pour tous les enfants. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit. Et il faut dire que quand on discute l'inclusion, tout le monde est d'accord. C'est pas ça, il n'est pas là le problème. Tout le monde est d'accord qu'il faut l'inclusion, pour des raisons très très différentes. Certains plaident pour l'inclusion parce que c'est mieux pour l'enfant en situation de handicap, pour son développement. Ça pourrait mener à des pratiques différentes. Les raisons pour lesquelles on plaide pour l'inclusion diffèrent et peuvent mener à des pratiques différentes aussi. Il y a des raisons éthiques qui sont beaucoup derrière ces conventions internationales. C'est une question éthique, c'est un choix éthique, c'est un choix de société, d'avoir une société où tout le monde où tout le monde fait partie. Des raisons sociales, des raisons par rapport à l'enfant qui est porteur de handicap ou qui est en situation de handicap, ou bien des raisons aussi par rapport aux autres enfants. Il est important aussi pour d'autres enfants qui ne sont pas en situation de handicap de connaître la diversité des situations de personnes dans ce monde et d'apprendre à vivre ensemble. Là aussi, il y a une mission, bien sûr, pour la petite enfance. Ce sont aussi des lieux d'apprentissage de vivre ensemble. Des raisons par rapport aux parents. Il y a beaucoup à dire et je vais beaucoup parler du point de vue des parents et je suis très content que ce point de vue sera aussi explicité par des parents dans cette journée. Et par rapport à la société, bien sûr, ça a aussi beaucoup à voir avec une vision sur la société. Je dis toujours, j'essaye de persuader mes étudiants qu'en pédagogie, en sciences d'éducation, en pédagogie, on fait toujours de la politique. Parce qu'on ne peut pas éduquer des enfants sans vision d'une société future, d'une société peut-être meilleure, dont on rêve et pour laquelle on éduque. On a toujours une idée sur cette question fondamentale, éduquer pourquoi ? À quoi ça sert ? Ça sert à créer un monde dont on espère qu'il sera un petit peu mieux que celui dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, la pédagogie, c'est toujours une utopie. C'est toujours rêver de quelque chose qui n'existe pas encore, mais auquel on contribue au quotidien. Et donc, il y a aussi ce rêve de société qui est derrière le souci de l'inclusion. Mais seulement, tout le monde est d'accord,
Et je ne sais pas comment ça se passe ici dans le canton de Vaud, parce que je ne connais pas suffisamment, mais quand on fait des enquêtes chez nous, en Flandre, donc dans le côté néerlandophone de la Belgique, quand on fait des enquêtes et on demande aux directions de crèche, par exemple, leur avis sur l'inclusion, tout le monde est d'accord, je dirais 100% disent « ouais, nous, on accueille, ouais. » Les portes sont ouvertes. Et puis si on voit combien d'enfants sont dans ces crèches, c'est un tout autre résultat, ça n'a rien à voir. Donc il y a un écart énorme entre l'intention et la pratique, en tout cas là où je vis et je travaille. Et quand on va plus loin, quand on discute beaucoup avec les gens, on voit que c'est beaucoup une peur. Il y a une peur de l'inclusion, une peur de l'inconnu. Et ce qui est remarquable dans les groupes de parole et dans les groupes de discussion ou dans les formations à ce sujet, c'est que les équipes qui n'ont jamais accueilli un enfant en situation de handicap pensent que c'est énormément difficile. On a très peur. On a très peur de ce qu'on ne connaît pas. Alors que les équipes qui ont une expérience disent « mais non, ce n'est pas tellement compliqué quand même ». Il y a donc, une fois qu'on est dedans, ça devient abordable, mais quand on ne l'a jamais fait, ce n'est qu'un grand principe. Peur de ne pas avoir les moyens financiers, les moyens personnels, les moyens matériels aussi. Peur de la réaction des autres parents. Ouais, mais les autres parents, ils ne vont pas être contents, ils vont dire « oui, mais l'attention à mon enfant, il va souffrir parce que toute l'attention va aller à cet enfant-là. Comment vous allez faire? Parce que mon enfant, il a besoin d'attention aussi quand même. » Et donc, ils ont peur de cette réaction-là. Peur de ne pas pouvoir donner une place à tous. Donc, j'ai beaucoup aimé l'image que vous avez montrée entre les différentes figures avec les petites boules colorées. L'inclusion, est-ce que cet enfant inclus, est-ce qu'il ne va pas être mis à part? Comment ça va se passer dans la relation aux autres enfants? Il y a cette peur-là. Peur de remettre en question le projet éducatif. Oui, mais nous, on fait du PICLER, et alors le PICLER, je ne sais pas comment ça va marcher avec cet enfant-là. Nous, on a une philosophie Reggio Emilia, et donc pour nous, c'est important, comment ça va se passer, parce que ça ne va pas aller, la Reggio Emilia et l'enfant qui a un problème moteur, ça ne va quand même pas ensemble. Il y a ça aussi. Donc il y a parfois une argumentation, je dirais, purement pédagogique qui fait peur. Et je vais y revenir tout à l'heure. Ce qu'on a quand même remarqué aussi, que c'est certains types de formations sur l'inclusion ont l'effet de faire augmenter la peur. Donc ce n'est pas forcément la formation qui va aider. Ça dépend beaucoup de quelle formation. Et ce qu'on a quand même remarqué, c'est que les formations de type technique, on va vous expliquer ce qu'est l'autisme. Si on fait toute une journée sur l'autisme et le lendemain, tous les enfants sont autistes. Donc de plus qu'on fait des formations techniques sur je dirais des handicaps spécifiques, le plus ça devient technique. Et le plus, le personnel, les professionnels ont l'impression que ça fera appel à ce qu'on ne peut pas, à des compétences qu'on n'a pas. Je vais y revenir sur ça tout à l'heure. L'inclusion est aussi une affaire d'égalité des chances. Il y a un rapport entre inclusion d'enfants en situation de handicap et des inégalités sociales, des inégalités économiques, des inégalités culturelles aussi. Quand on voit les statistiques dans les centres de dépistage précoce de jeunes enfants qui ont des troubles du développement, on voit quand même que d'abord il y a beaucoup plus de enfants nés très prématurément dans les populations précaires, qui sont moins suivis médicalement, dans les nouveaux arrivants, réfugiés, migrants.
dans les familles migrantes. Donc, dans des situations précaires, il y a un taux de troubles de développement plus élevé. Donc, il y a déjà un rapport comme ça. Deuxièmement, quand un enfant naît avec des problèmes, avec des besoins spécifiques dans une famille, ça a aussi des effets économiques sur la famille. Très souvent, très souvent, on voit quand même, en tout cas je parle de la situation en Belgique, à vous de dire ou de me contredire si c'est tout à fait différent ici dans le Vaud. Très souvent, on voit que cette attention particulière qui est demandée ou qui est nécessaire pour cet enfant, souvent aussi des actes thérapeutiques, font qu'un des deux partenaires, le plus souvent quand même la mère, va travailler moins. Donc il y a un effet sur le revenu de la famille quand cet enfant naît dans cette famille. Il y a un effet économique, il y a un effet d'inégalité du genre aussi sur le marché du travail, mais un effet économique. En plus, ça coûte un enfant en position de handicap. Il y a des frais supplémentaires, il y a des examens, il y a des thérapeutes, il y a parfois des investissements dans les matériaux, mais il y a aussi un effet sur les revenus. Il y a aussi une hésitation dans beaucoup de familles, c'est ce qu'on a appris des parents, une hésitation, est-ce qu'on mettrait l'enfant à la crèche ? La situation, bien sûr, quand l'enfant naît, elle est toujours, elle n'est jamais très claire, ou elle est rarement très claire. On attend un petit peu à voir comment ça va évoluer. Les médecins spécialistes disent, oui, mais monsieur, madame, moi, revenez me voir dans un mois ou deux, parce que là, on ne sait pas encore très clair ce qui va se passer. Donc, on attend, et la recherche ou la décision de mettre l'enfant dans l'accueil du jour est souvent beaucoup plus tardive que les autres familles. Dans des situations de précarité de place, de pénurie de place, ça veut dire qu'il n'y a plus le choix, qu'il n'y a plus de place, ou qu'il n'y a plus de choix, qu'on doit prendre là où il y a encore une place libre, parce qu'on ne s'y est pas pris à temps. Hein. Il y a aussi ça. Effet sur la parité du genre, j'en ai parlé. Donc, tout ça, ça fait quand même comment ça questionne le droit au travail, mais dans le droit au travail, le droit surtout de la mère, parce que c'est quand même encore beaucoup, qu'on le veuille ou non, hein, ce n'est pas une question d'opinion que j'exprime là, ça doit être clair. Mais dans les faits, c'est quand même comme ça beaucoup, que c'est la mère qui voit son droit au travail diminuer, mais aussi le contraire. Le droit de ne pas travailler. On vit dans une société où de plus en plus, il est attendu que dans les familles biparentales, les deux parents vont au travail. Et il y a certains parents qui nous disent, nous, on aurait voulu faire le choix inverse, mais ça a été trop difficile, aussi financièrement, ça a été trop difficile de le faire. Donc, il y a quand même tout autour de cette naissance de cet enfant, ayant des besoins spécifiques, il y a beaucoup de choses qui chamboulent, beaucoup de choses qui changent et qui mettent en question cette égalité de chance. C'est le moment de faire une petite parenthèse, parce que j'ai dit au début, le concept d'égalité des chances, il est beaucoup utilisé, c'est un concept qui m'est très très cher aussi, mais qui est aussi, ces dernières années, qui a changé de signification d'une manière qui pose question. C'est-à-dire que l'égalité des chances, je crois que le texte que j'ai projeté là, qui vient de la Banque mondiale, montre très bien ce changement. Qu'est-ce que dit ce texte? C'est un avis que la Banque mondiale donne aux politiques. Ils disent, voilà, si vous investissez dans l'égalité des chances, comprise comme une égalité du outcomes, du résultat, hein, ça veut dire une politique égalitaire, de faire une politique égalitaire. Et cette politique égalitaire, elle fera toujours la dispute entre la gauche politique et la droite politique. La gauche politique dira que ce n'est pas suffisant. Donc c'est quoi? C'est une politique de redistribution. C'est une politique fiscale, par exemple, une politique de salaire minimum et tout ça. Hein.
donc une politique sociale égalitaire. La gauche, elle dira c'est pas suffisant, et la droite, elle dira vous ruinez l'économie. Donc il y aura toujours des accords. Alors que, dit la Banque mondiale, si vous faites une autre politique qui n'est pas une politique de redistribution, d'égalité des outcomes, des résultats, mais une égalité de opportunities, des chances, et on focalise la politique sur la petite enfance, ça fera consensus. Parce que une politique de redistribution, elle posera toujours la question de qui sont ce qu'on appelle en anglais les deserving poor et les undeserving poor. Les pauvres qui méritent d'être aidés et ceux qui ne le méritent pas. Alors que quand on parle des enfants, il n'y a pas ces discussions-là parce qu'aucun enfant ne sera pensé être coupable de sa pauvreté. Mais donc ce changement, je crois qui est très explicite dans cet avis de la Banque mondiale aux politiques de dire investissez dans la petite enfance parce que ça vous évite des problèmes politiques. Elle est très éloquente sur la manière dont le concept d'égalité des chances a été rétréci. Rétréci dans une politique de la petite enfance qui est bien pour la petite enfance mais qui en même temps pose quand même problème parce que elle vise une politique de la petite enfance en dehors d'une politique sociale plus générale. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est toujours la même chose. C'est le parent qui a la poire, parce qu'il devient le responsable du bien-être de l'enfant à lui tout seul. Et ça rappelle beaucoup, je l'ai dit hier soir aussi, ça rappelle beaucoup les politiques de début du XXe siècle, dans la période de la première révolution industrielle. Le texte qui est projeté là est un texte qui est fait par Henri Welge, qui n'était pas en Belgique n'importe qui. Henri Welge était l'auteur, il était juriste, il est aussi l'auteur du premier rapport gouvernemental sur la maltraitance. Enfin, ce n'était pas encore appelé la maltraitance à cette époque-là, mais ce qu'on appelle aujourd'hui la maltraitance et sur les conditions de vie des enfants dans ce qu'on appelait dans le temps les classes laborieuses, classes dangereuses. Donc, ce qu'il décrit dans ce texte, c'est que les mères travailleurs dans les usines, les mères qui travaillent dans les usines ne s'occupent pas bien de leurs enfants. Et ce que ce texte fait, c'est enlever les conditions sociales, des salaires extrêmement bas, des maisons vétustes, les problèmes de l'insalubrité des maisons, de la pauvreté vraiment très, très profonde dans ces couches de population-là. Et donc les conditions extrêmement difficiles. Et qu'est-ce qu'il en sort quand on ne parle pas, quand on ne voit pas, quand on est aveugle de ce type d'inégalité des chances? Il reste la responsabilité parentale, la responsabilité de la mère qui n'est pas capable de bien éduquer son enfant et que donc il faut éduquer et punir s'il le faut. Donc ça, c'est ce raisonnement. Donc égalité des chances, c'est un concept très très important, très cher, très social, mais qui peut être utilisé de manière très différente et qui est de plus en plus quand même, je dirais, utilisé d'une manière pas depuis cet avis de la Banque mondiale, mais je dis le texte de la Banque mondiale est bien explicite sur le concept qu'il y a derrière, c'est-à-dire cette idée que tout le monde peut faire de sa vie ce qu'il veut si on y met l'effort. Donc si on enlève les contextes dans lesquels les adultes sont menés à éduquer leurs enfants. Comment expliquer? L'idée que une politique d'égalité des chances outcome, redistributive, puisse être quelque chose de différent d'une égalité des chances d'investir dans la petite enfance, que ce sont deux choses différentes, est quand même une idée un peu étrange, parce que les enfants
vivent bien sûr dans des familles. Et les outcomes d'une génération sont les opportunities d'une autre génération. C'est indissociable. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui est en train de changer. C'est ça que j'ai voulu expliquer plus longuement hier soir, que ce concept d'égalité des chances, il est aujourd'hui bien, par plusieurs évolutions, bien évolué vers une responsabilité plus individuelle. Mais ça, je l'ai expliqué hier, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Revenons à l'inclusion. Voilà ce que j'ai dit tout au début. Je n'ai pas trouvé les chiffres de tous les pays, mais de certains pays, on voit le nombre d'enfants sur cette statistique, le nombre d'enfants ayant des besoins spécifiques qui sont dans le système d'éducation régulier. Et on voit bien que la Belgique, elle est tout à fait à la queue, que la plupart, vraiment la toute grande partie d'enfants porteurs d'handicap en Belgique est dans des situations spécialisées. Donc, dans les crèches, on est en train de changer, mais c'est une évolution extrêmement lente. Il s'agit là d'une question qui est pas seulement relative aux enfants en situation de handicap, mais qui est relative à beaucoup de situations d'enfants ayant des besoins spécifiques, que ce soit en situation de handicap ou en situation de précarité ou en situation spéciale. C'est l'équilibre quel est l'équilibre entre une approche universaliste et une approche ciblée. Et ça, c'est une discussion bien ancienne. Et le problème, c'est que dans une approche uniquement universaliste, un accueil pour tous, le même accueil pour tous, pratiquement toujours, on voit qu'une approche universaliste génère ce qu'on appelle les effets Matthieu. On appelle ça dans la littérature les effets Matthieu, ça vient de la Bible selon Matthieu. Il y a une phrase dans la Bible selon Matthieu qui dit à ceux qui ont beaucoup, on donnera encore plus, et ceux qui ont peu, on leur reprendra tout. Je ne cite pas dans le texte là, parce que je ne suis pas exégète, mais... Donc, l'effet Matthieu, c'est le concept qu'on utilise en sociologie pour dire que des mesures générales, des mesures sociales générales, souvent profitent le mieux aux familles ou aux citoyens les plus aisés et moins aux citoyens les moins aisés. C'est ce qu'on voit beaucoup dans l'accueil de jour. L'accueil de jour a un très fort effet Matthieu, c'est-à-dire c'est des fonds publics, des fonds de tout le monde, de monsieur et madame tout le monde, des fonds publics qui sont investis dans un service éducatif et social, mais qui profitent beaucoup plus aux familles à double revenu qu'aux familles en précarité, parce qu'ils l'utilisent plus. Les allocations familiales, c'est aussi un exemple bien connu, puisque les allocations familiales, on les reçoit tout au long que les enfants sont en études, aussi en études supérieures, et les enfants des classes sociales élevées sont beaucoup plus souvent en études supérieures que les enfants. Donc, c'est ça l'effet Matthieu. Donc, le problème d'une approche universelle, c'est que il y a pratiquement toujours un effet Matthieu. C'est pour ça que certains disent, voilà, il nous faut des moyens ciblés, des budgets ciblés ou des institutions ciblées, spécifiques. Mais le problème avec les institutions ciblées, c'est qu'il manque d'appui de la population, parce qu'ils ne sont pas pour toute la population, et il manque donc de consensus populaire et donc souvent de consensus politique pour les financer. Et très souvent aussi, parce qu'on l'a vu dans plusieurs pays où, par exemple, les familles en précarité ont beaucoup moins accès aux crèches, que des accueils de jour sont créés spécifiquement pour les publics qui n'ont pas accès à l'accueil de jour
normal. On l'a fait chez nous en Belgique, on l'a fait en France, on l'a fait dans plusieurs pays. Et là, l'UNESCO a écrit un rapport sur cette approche avec une phrase touchante. Ils disent « Services for the poor are very often poor services ». Et c'est en effet pratiquement toujours le cas. Les services pour les pauvres gens sont souvent des pauvres services. Et donc, il y a souvent des différences de qualification, différences de qualité, et c'est un peu le contraire de l'exclusion. Alors, que faire ? C'est un peu le concept qu'on utilise le plus souvent aujourd'hui, c'est celui de l'universalisme proportionné. Et ce concept nous vient de l'Angleterre, c'est Sir Michael Marmot qui a écrit tout un rapport qui a fait quand même beaucoup de bruit, non seulement en Angleterre, mais aussi international. Ce rapport s'appelle The Marmot Review. C'est une revue du service de santé en Angleterre, parce que le service de santé était aussi dans cette même discussion, une approche universaliste qui fait qu'en fait les gens en précarité n'avaient pas souvent accès aux services de suivi médical, alors que des services ciblés étaient souvent des services pauvres. Et donc ce qu'il dit, c'est ce qu'il nous faut, c'est un universalisme proportionné. Et ce qu'il entend par là, c'est que, voilà, ça c'est ce que j'ai déjà expliqué, ce qu'il entend par là, c'est que des actions ciblées doivent se situer au sein de services universels, ou qu'une attention particulière s'ancre dans une attention universelle, dans un service pour tout le monde, et pas en dehors. On a, par exemple, l'exemple qu'on a adopté en Flandre, c'est les consultations de nourrissons. Tout le monde a droit à consultation de nourrissons, c'est environ 95% de la population utilise aussi en Flandre les consultations de nourrissons. Tout le monde a droit à certaines conditions et certains publics peuvent avoir 5 ou 6 ou 10 consultations en plus s'ils le veulent, mais dans un service universel. Donc, c'est dans cette vision-là qu'on conçoit l'inclusion d'enfants en situation de handicap, qui en effet a parfois besoin d'une attention supplémentaire, mais dans un contexte universel. Et là, je viens en fait au centre de mon discours pour dire que c'est peut-être un petit peu caricatural. Donc, je vais raconter de deux visions sur l'inclusion, deux visions fondamentalement différentes, ce qui ne veut pas dire pour autant que ces deux visions fondamentalement différentes existent en réalité telles quelles. Ce sont des figures types. Et bien sûr, les pratiques au quotidien peuvent être hybrides et prenant de certaines parties de ces deux visions. Donc ça, c'est sur quoi je voudrais m'expliciter un peu. C'est la différence entre une vision de l'handicap comme un déficit qu'il faut pallier, et donc l'accueil, l'inclusion de l'enfant porteur de handicap comme une approche de ce déficit, ce qui change ou ce qui a beaucoup d'implications sur l'image qu'on a de l'enfant, l'image qu'on a du parent et l'image qu'on a du professionnel, ou une approche de la diversité qui apporte une autre image de l'enfant, qui apporte une autre image du parent et du professionnel, et puis quelques autres thèmes qui en découlent, comme la place de l'enfant dans le groupe, la relation aux parents, ce qu'on a appris des parents au fil des années ou en faisant cette brochure, et des professionnels, l'importance du travail en réseau et l'importance de la compétence. Et c'est quoi la compétence de l'équipe? Donc, cette vision déficitaire, donc l'un côté de l'antagonisme, je dirais, c'est l'enfant qui est comparé à la norme.
L'enfant, lui ou elle manque quelque chose. Il y a un déficit. Un déficit qui génère une pitié. On a pitié de l'enfant. On veut bien s'occuper de cet enfant par pitié. Ce qui est le plus important, c'est le diagnostic. Mais le diagnostic, il est bien sûr, il n'est pas dans les mains de l'équipe. C'est dans les mains des spécialistes de faire le diagnostic. Et on voit surtout ce diagnostic. Et ce qu'on voit dans cette approche, c'est que très souvent, quand même, l'enfant, il est accepté dans le groupe, mais il ne fait pas partie du groupe. Il est isolé du groupe parce qu'il faut une approche, je dirais, quasi thérapeutique de l'enfant. L'exemple typique qu'on voit souvent, c'est l'enfant qui a un problème moteur, qui ne marche pas à l'âge où les autres enfants marchent. Et très souvent, chez nous, en tout cas dans les crèches, on a deux groupes, un groupe des bébés et les enfants qui marchent. Et il y a toute une discussion sur est-ce que l'enfant qui ne marche pas peut passer dans l'autre groupe. Et on voit que l'enfant, il reste parfois chez les bébés alors que tous ses copains passent à l'autre groupe. Donc, c'est l'accent sur le déficit qui marque l'enfant et qui oublie que l'enfant, il est beaucoup plus que ça. Il est une personne tout entière. Cela change aussi l'image des parents. Le parent qui est thérapeutisé, ce qui veut dire que le parent, il est quand même, submergé par des conseils spécialistes qui disent comment il doit agir avec l'enfant pour remédier au déficit, pour que le plus vite possible, l'enfant soit comme les autres. La normalisation de l'handicap, faire que l'écart entre cet enfant particulier et la norme, que cet écart soit réduite le plus vite et le plus possible. Ce qui demande du parent quand même une compétence pseudothérapeutique ou quasi-thérapeutique et confronte le parent continuellement avec son incompétence, avec son ne pas savoir faire ou ne pas suffisamment savoir faire, ce qui le rend passif et dépendant du spécialiste et donc soupçonné d'être démissionnaire ou bien trop protecteur. Un des deux, mais c'est jamais bon. Mais ce à quoi je voudrais surtout mettre l'accent, c'est comment ça influence l'image de la profession même de l'éducateur ou de l'éducatrice au sein du lieu d'accueil. Parce que les professionnels aussi se sentent thérapeutisés, se sentent confrontés dans ce qu'ils ne savent pas faire, dans une approche, je dirais, technique de l'handicap, dans ce devoir de remédier, ce devoir de faire en sorte que cet enfant devienne le plus vite possible normal. Et donc, une idée qu'être un bon éducateur, ça veut dire se spécialiser dans l'accueil d'un enfant avec un problème moteur, se spécialiser dans l'accueil de l'autisme, se spécialiser dans l'enfant qui ne voit pas ou qui n'entend pas. Et donc, ça fait quand même, c'est un peu la même chose que ce qui se passe avec les parents. Ça met les professionnels dans une position d'incompétence, de ne pas savoir faire ou ne pas suffisamment savoir faire. Et on comprend bien alors, dans cette vision, on comprend bien la peur, surtout la peur qu'on a quand on n'a pas encore fait de l'inclusion, ou la peur qu'on a quand on ressort d'un cours qui a l'intention de diminuer la peur, mais qui fait le contraire. Et ça mène, c'est cette peur qui mène parfois les professionnels
à dire aux parents, ben ouais, cet enfant, ouais, mais nous, on ne sait pas trop, mais ouais, on n'a jamais fait. Ouais, vous savez quoi, on va essayer pendant 1 mois. Mais ça ne va pas. On ne peut pas avoir un enfant qui est à l'essai. Pourtant, c'est ce qu'on voit. C'est des paroles que, enfin, en tout cas chez nous, qu'on entend des professionnels qui disent aux parents, vous savez quoi, on va essayer, et puis on verra si ça va ou si ça ne va pas, on vous dira si ça ne va pas. Donc c'est l'inclusion comme une faveur, comme une charité, plutôt que comme un droit. C'est pourquoi dans cette brochure orange, on met l'accent sur une vision de l'accueil de la diversité plutôt que de l'accueil du déficit. Une vision inclusive où on se dit, voilà, les milieux d'accueil, l'accueil de jour, ça fait partie de la société. La société, elle est comme ça, elle est diverse avec ses opportunités, ses chances et avec ses difficultés. C'est comme ça et on fait avec. Ça, c'est le principe. Et donc, on adopte ces principes qui ont été établis par le réseau des 7. Le réseau des 7, c'est un réseau européen qui s'est établi dans les années 90 où des services de soutien et d'accueil de la petite enfance dans plusieurs pays de l'Europe se sont réunis pour échanger des expériences. L'exemple du berceau de Hamza a été cité, c'est un des produits de ce réseau. Et qui se dit, voilà, c'est les 5 principes auxquels on adhère avec ce réseau quand on accueille la diversité sociale, sociétale, comme elle se présente. Ça veut dire que le lieu d'accueil, ou l'accueil de jour, comme vous dites, doit être un lieu où chacun se sente chez soi. Chacun, ça veut dire chaque enfant, ça veut dire chaque parent, et ça veut dire aussi chaque professionnel se sente chez soi. C'est un lieu où chaque aspect de l'identité est accepté. Et c'est important de dire chaque aspect de son identité. La situation d'handicap ou de l'enfant fait partie de son identité, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi un garçon ou une fille. C'est aussi un enfant qui a un humour particulier. C'est aussi un enfant qui parle 2 langues. Toutes ces choses-là font partie de l'identité. Et ça, c'est une chose très, très importante dans l'accueil de la diversité, c'est qu'on voit les identités des enfants et des familles. Un lieu où on apprend les uns des autres. Donc, il ne s'agit pas seulement d'accueillir chaque enfant comme un individu. Non, c'est une petite société, le lieu d'accueil. Il s'agit aussi du lien qu'on fait entre les enfants, qu'on fait entre les parents, qu'on fait entre les professionnels, où chacun peut participer. Donc ça parle beaucoup de la relation entre les professionnels, de la relation entre enfants, mais aussi de la relation réciproque entre les parents, et un lieu qui adresse activement toute forme de discrimination. C'est peut-être la règle ou la vision, la mission la plus difficile, parce que ça demande aussi un engagement social et sociétal de l'accueil du jour. Et donc ça, c'est les principes de l'accueil de la diversité, où on a essayé de discuter avec des professionnels, avec des parents, dans l'écriture de cette brochure. Qu'est-ce que ça veut dire si on approche l'inclusion de l'enfant en position de handicap à partir de cette vision, à partir de cette mission? Ça veut dire une image de l'enfant qui a droit aux soins dont il a besoin. Si on l'accepte avec toutes ses identités, ça ne veut pas dire qu'on nie la position de handicap. Non, bien sûr, il faut la reconnaître, il faut travailler avec, c'est bien sûr, c'est évident. L'enfant a droit aux soins dont il a besoin. Ça veut dire, ça peut être qu'il a besoin, par exemple, de 2 ou 3 fois par semaine, d'avoir un physiothérapeute qui fait certaines musculations avec l'enfant. Ben, s'il a besoin de ça, il a droit à ça. Donc, ça n'est pas du tout de nier les besoins spécifiques.
Mais il ne se réduit pas à ça. Donc, il n'y a pas que le diagnostic, mais le diagnostic, il est important quand même, parce que le diagnostic, il ouvre la porte vers les soins dont on a besoin. C'est souvent l'étiquette, c'est ce double penchant du diagnostic, il est parfois nécessaire, mais il est parfois problématique parce qu'il réduit l'enfant, mais il est tout autant nécessaire parce qu'il donne certains droits aux parents. Et qui est en lien avec ces milieux sociaux et qui fonctionne dans le groupe. Donc ça, c'est quand même toute une attention particulière importante et une réflexion, je dirais, au quotidien au sein de l'équipe très importante. Comment est-ce qu'on favorise ce lien entre cet enfant et les autres enfants? Comment on fait de la réelle inclusion et qu'on travaille le vivre ensemble des enfants? Ça change bien sûr fondamentalement l'image des parents et je vais y revenir plus souvent parce que pour nous c'est quand même la clé à beaucoup de discussions. La clé principale, les parents sont toujours et restent toujours les premiers éducateurs. Ça veut dire que si l'enfant a besoin d'aide spécialisée type thérapeutique, logopède, physiothérapeute, non mais pour nous le principe, le parent qui est le premier responsable, ça veut dire que l'aide spécialisée, elle vient avec le parent. Elle vient avec le parent pour plusieurs raisons. Quand on voit qu'elle vient dans le centre, que le centre se spécialise, l'accueil du jour, c'est ce qu'on voit en Belgique, que par exemple on engage une logopède qui est spécialisée dans n'importe. Mais le prochain enfant qui arrive, il n'a pas besoin de cette logopède-là. Il a besoin d'autre chose parce que chaque enfant est particulier dans ses besoins spécifiques. Et donc, au fil des années, on voit que les centres se spécialisent dans certains types de handicap, mais il est où l'inclusion dans ce sens-là? Et elle est où la voix du parent compétent, régisseur de l'éducation de son enfant? Donc, ce qu'on voit dans la réalité quand même, c'est que la plupart des parents, je ne dirais pas tous, il y a toujours des exceptions et puis on fait avec les exceptions, mais la plupart des parents ont des contacts avec des thérapeutes, avec des spécialistes pour le besoin de leur enfant. La négociation est donc avec les parents, comment on va faire? Comment vous faites chez vous? Comment vous voulez que nous on fasse? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on se sent démuni? Où est-ce que vous pouvez nous amener de l'aide? Comment on va faire? Donc, les parents, comme premiers éducateurs, ça veut dire aussi régisseurs des soins de leurs enfants. Et là, et ça c'est fondamental, c'est une image de professionnels différentes. C'est quoi les compétences que les professionnels doivent avoir pour faire l'inclusion? Mais c'est exactement les mêmes que ce dont on a besoin quand on ne fait pas l'inclusion. Ça veut dire qu'on a une bonne compétence d'observation des enfants pour connaître leurs besoins. Ça veut dire qu'on a une bonne responsivité par rapport aux enfants. Ça veut dire qu'on sait travailler le lien entre les enfants. Ça veut dire qu'on sait travailler le lien de confiance avec les parents. C'est ça la professionnalité des professionnels de la petite enfance. C'est ça à quoi ils sont spécialistes, les professionnels de la petite enfance. C'est travailler avec des enfants individuels, travailler les liens avec chaque enfant, travailler les liens avec chaque parent. Et donc, c'est ça. Les professionnels de la petite enfance sont des professionnels de travail individuel avec des enfants qui font partie d'un groupe de vivre ensemble. Et c'est de ça qu'il faut pour faire de l'inclusion. Et bien sûr, il y a toute une discussion à faire et je vous invite à la faire parce que ça pose quand même aussi des questions. Tout n'est pas si simple et ces questions d'une crèche à l'autre, d'un enfant à l'autre peuvent être très différentes aussi. Donc, il faut être un peu réticent d'avoir des paroles très générales là-dessus. Mais
on peut faire comment dire, répondre à ce que je viens de dire sur cette approche de l'accueil de la diversité et me dire oui, mais est-ce que c'est bien la même chose d'accueillir l'enfant multilingue ou d'accueillir l'enfant porteur d'handicap? Est-ce qu'on parle bien de la même chose? C'est vrai c'est pas tout à fait la même chose. Je crois que c'est une vision de base qui peut nous aider à réfléchir comment on agit, mais bien, c'est vrai qu'il peut y avoir une tension aussi entre les deux. Quand on accueille la diversité, dans le sens culturel, dans le sens socio-économique, mais surtout dans le sens culturel, parce que c'est souvent comme ça que c'est compris dans l'accueil de la diversité culturelle. On se dit, ouais, mais cette diversité, c'est quand même, chaque différence est une valeur, on peut apprendre l'un de l'autre. Et puis, est-ce que c'est pareil quand on accueille l'enfant porteur d'handicap? Il y a toujours cette image quand même où l'enfant diffère d'une norme, où l'enfant déficitaire, il y a une certaine tension quand même entre ces deux concepts qui restent à travailler. Voilà, et je crois que c'est... Oui, voilà, je vais terminer là-dessus pour la première partie. Alors, un grand merci à Michel van den Broek pour cette première conférence qui met en lumière ces deux visions, la vision déficitaire, la vision inclusive, et puis surtout met en lumière les compétences que vous, les professionnels, vous avez pour accueillir tous les enfants. Et puis, je pense qu'on ne leur dira jamais assez que vous êtes bardés de compétences pour, en effet, faire de l'accueil individuel dans ces grands collectifs auxquels vous œuvrez tous les jours.